Eh bien, les amis, très heureux de vous retrouver ce soir, très heureux d'accueillir parmi nous Marilyn Vido. Je salue tous ceux qui sont déjà là, Patrice que j'aperçois dans notre chat. Ceux qui ne se manifestent pas, n'hésitez pas à vous faire connaître. On n'aura pas vos visages, mais on aura au moins vos prénoms. Et puis, vous savez ce que c'est, l'importance de la relation chez les êtres humains. Alors, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. Alors, je rappelle à nos auditeurs et auditrices le contexte dans lequel intervient cette émission. Eh bien, elle fait la suite de toute une série de lectures à haute voix, actives et interactives. C'est plus agréable, moi je trouve en tout cas, dans certains cas, de lire à haute voix et de partager ensemble. Et dans ce contexte-là, eh bien, on a produit toute une série d'émissions inspirées du titre du livre de Jean Lassalle, Résistons. En fait, on lui a surtout emprunté le titre encore plus que son livre. Et donc, je vous rappelle que dans plusieurs émissions qu'on trouve encore sur Internet, Résistons numéro 5, 6 et peut-être 4, eh bien, il y a des extraits du livre de Marilyn Vido. C'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés via notre page Facebook. Et ce livre s'intitule, je l'ai sous les yeux, je ne sais pas s'il va apparaître à l'écran, vous voyez, le petit traité de la connerie. Alors, petit, je ne sais pas. Quand on ouvre le livre, on est quand même surpris par le nombre de conneries auxquelles a dû faire face. Et c'est pas une moquerie, mais Marilyn, parce que vous voyez, j'essaye de centrer le sommaire. Il y en a un paquet de conneries. Et là, j'ai pas encore tourné la page parce que ça n'est pas fini. Alors, faut pas trop se fier au mot petit du titre parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y en a quand même un sacré paquet. Alors, je sais pas si vous aussi, comme Marilyn, vous avez été soumis dans votre vie à l'absurdité, mais enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça n'engage que moi, on est vraiment servi, quoi. Alors, parmi les émissions, un petit rappel quand même, ça, c'est pour rentrer dans le sujet. On a traité pas mal d'ouvrages par le passé, le livre qu'il faut lire à tout prix, La guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac. Le grand manipulateur, c'est le livre très documenté de Mark Andewell que selon moi, tout le monde devrait lire pour comprendre dans quelles circonstances nous retrouvons avec un gouvernement dont on peut avoir un certain nombre d'observations. Et puis les illusions économiques de l'Union européenne, tout ça à l'écran. Je ne sais pas si vous imaginez, les amis, on a passé du temps ensemble. Alors merci à Aline, qui est une de nos plus anciennes abonnées, et puis le livre de Juan Branco, Crépuscule. Et puis enfin, et je m'arrêterai là évidemment, le but n'est pas de faire une énumération intégrale, mais celui de David Dufresne, Dernière sommation. Alors pourquoi je vous présente tous ces livres? Parce qu'il y en a au moins deux, celui-ci, David Dufresne, Dernière sommation. Joran Branco, Crépuscule. Alors en fait, quand je dis deux, j'aurais aimé vous montrer celui de Valérie Bugeaud. Donc en fait, on en a au moins deux, Juan Branco et Valérie Bugeaud, qui ont été écrits par des personnes qui ont été avocats à un moment donné de leur vie. Il semble que on ait envie parfois de sortir des prétoires, Marilyn, tu vas nous dire, pour s'exprimer autrement dans un livre. Peut-être, tu nous diras toi-même, avec plus de liberté. Alors, j'avais une première question qui me venait à l'esprit, et puis on n'hésitera pas à poser vos propres questions, les amis, en fin de live. Donc, sur le chat, on va tâcher de remonter en arrière au bout d'environ 1 heure d'émission. Alors, est-ce qu'on peut dire, Marilyn Vido, qu'écrire un livre comme le vôtre, c'est un autre moyen de défendre ceux qui en ont besoin avec plus de liberté que dans un prétoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, très bonne question. Très bonne question. Oui, alors c'est effectivement une façon encore d'essayer de contester, de dénoncer autrement que dans les prétoires, et cette fois en espérant que les personnes se saisissent d'un livre en parcourant une librairie ou dans des rencontres, des événements, et que la lecture de l'ouvrage leur procure une ouverture d'esprit vers autre chose, vers une autre façon de voir les choses. C'est peut-être un peu prétentieux, ça, d'ailleurs, de dire ça, mais enfin, en tout cas, que ça apporte quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est pour moi une façon de contribuer, en tout cas, à la société,
aux mouvements qui traversent la société, avec plus de liberté, disons que sans être obligé de citer les lois par le menu détail, comme on est obligé de le faire quand on est avocat. Donc, c'est vrai qu'en fait, je pense que je continue bel et bien à être avocate en écrivant cet ouvrage parce que cet ouvrage, finalement, est très pragmatique et que quand on est avocat, on commence par aborder les problèmes par rapport à leur déroulé, à leur pratique. C'est ensuite qu'on s'interroge sur les lois qui sont applicables aux situations qu'on nous expose. Et je poursuis cette logique puisque dans ce livre, j'expose des cas concrets, enfin le plus concret possible, je l'espère, et que d'ailleurs, je me dispense de faire l'analyse donc précise de quel texte de loi y est appliqué. Je me contente de dire que telle et telle situation me semble dénonçable. Donc, je me rallie plus au bon sens finalement qu'à la complexité des lois. Eh ben, écoute, effectivement, là, on voit que l'avocate reste présente. Alors, bien évidemment, en ce qui concerne la connerie humaine, comme on peut le voir dans le sommaire du livre que j'ai montré au début, là, eh bien, les sujets ne manquent pas. Je crois que tu en as fait la preuve. Beaucoup sont en relation, d'après ce que j'ai pu lire, même si je ne l'ai pas lu dans l'absolue intégralité, parce que c'est des petits sujets, donc on peut très bien piocher. En tout cas, c'est ce qu'on a fait pour notre part. Eh bien, beaucoup sont en relation avec la technologie, les progrès qui sont censés nous simplifier la vie. Pensez-vous que dans bien des cas, ce qu'on appelle le progrès est un amplificateur de la connerie humaine? Eh bien, c'est peut-être une question très personnelle, mais pour ma part, par rapport à ma sensibilité, par rapport au quotidien, je n'apprécie pas énormément le recours à toutes les technologies, à toutes les nouvelles technologies qui sont inventées. Mais j'observe que pour certaines personnes, c'est tout à fait normal et que ça ne pose aucun problème. Alors, c'est vraiment une question de sensibilité. Moi, je préfère les méthodes à l'ancienne, traditionnelles, les outils. Je suis toujours intéressée par les outils anciens, par les circonstances où l'être humain avait, à mon sens, en fait, beaucoup plus d'autonomie et certainement beaucoup plus d'intelligence d'ailleurs, parce il ne demandait pas aux machines de travailler pour lui. Et voilà, on savait compter, on savait faire beaucoup de choses dont on a perdu la fonction parce que ce sont les machines qui les font pour nous. Donc c'est ce qu'on appelle le confort. Mais c'est aussi souvent dommage. Et puis le temps qu'on met à faire les choses, tout ça, c'est beaucoup modifié parce qu'on va toujours plus vite avec les machines. Et finalement, si on observe que plus on ralentit le temps, plus on a l'impression que le temps est long et donc peut-être d'en profiter, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, plus on va vite, plus finalement le temps raccourcit et plus on a l'impression qu'on n'en profite pas finalement. Donc, je sais pas, c'est un peu philosophique, mais non, moi je suis pas partisane d'un progrès absolutiste. Et si Internet était quelque chose de formidable à ses débuts, on voit bien que ça devient véritablement un outil marchand, un outil de surveillance, de censure. Donc que là, donc on se retrouve rivé à nos écrans. Alors c'est bien de faire des visioconférences, voilà, c'est super, mais on n'a pas à se déplacer. Mais bon, certains le disent d'ailleurs, qui travaillent dans le télétravail depuis le début du confinement, que ça manque quand même de contact humain, ça manque de chaleur humaine. On n'a pas le même rapport à l'autre quand on le voit à l'écran que quand on le voit en chair et en os face à soi. Et donc voilà, je pense que le progrès nous fait perdre beaucoup aussi, voilà, nous fait perdre beaucoup. Voilà, une réflexion pertinente. Dites-nous comment ça vous parle sur le chat. Un bonsoir à celles et ceux qui nous ont rejoints. Bonsoir Boussad Chabani, bonsoir Pat Pan, bonsoir Jean-Mich, bonsoir Emmanuel, bonsoir Aline, j'espère que j'en oublie pas, bonsoir Cécile parmi les premières arrivées et bonsoir
Patrice, alors parmi les nombreux sujets que vous abordez, il y a celui de l'obsolescence des objets, hein. C'en est un qui a quand même eu un bon écho lorsqu'on a lu ce petit passage du livre à ce sujet. Il y a donc celui de l'obsolescence des objets, il y a le prélèvement à la source censé apparemment nous simplifier la vie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns de vos petits secrets, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire comment vous avez collecté autant de sujets, quoi, parce que là, ça paraît quand même assez volumineux. Est-ce que un livre comme celui-ci, il se construit au fil d'événements vécus? Enfin, quel est votre processus de collecte des sujets que vous abordez? En fait, déjà, je sais pas si c'est extraordinaire de collecter tous ces petits micro-événements et de les mettre dans un livre. Je sais pas. Enfin, ça me semble pas si extraordinaire que ça, mais c'est juste qu'en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que très très souvent, on me disait ah ben c'est comme ça dans les conversations courantes que les gens, que même moi, des fois, je dis ah ben c'est comme ça quand on fait le constat que quelque chose ne fonctionne pas ou est fatigant ou est injuste. Et en fait, j'ai commencé à, au lieu de laisser filer dans ma conscience tous ces sujets de conversation qui aboutissaient à un c'est comme ça, j'ai commencé à les mémoriser et à les rechercher. Et en fait, ça m'a donné une liste de micro-choses comme ça auxquelles on est hyper habitué, sur lesquelles on a renoncé à toute contestation, mais bon, qui sont pas satisfaisants quand même pour autant. Et en fait, j'ai vraiment voulu essayer de donner des exemples de petits détails de la vie courante qui font pas l'objet des grands débats politiques ni des grandes récriminations ou des grandes demandes de citoyens, etc., mais qui en fait sont très importantes dans la vie courante et sur lesquels on pense même plus à réclamer des modifications, des changements, sur lesquels on est juste renonçant. Oui, tout Et à fait, parce qu'en fait, le c'est comme ça, je pense que chacun le comprend bien, c'est la base du conditionnement, hein, c'est-à-dire de ne pas remettre en question, et donc par la même occasion, ben, de se laisser imposer un certain nombre de choses qui ne nous conviennent pas forcément. Alors, bien évidemment, avant un petit traité de la connerie, vous avez écrit un premier livre, si je mélange pas l'ordre des livres écrits, qui s'appelle Garde à vue. Alors, comme je le mentionnais, ça m'a fait immédiatement penser à celui que nous, on avait lu, parce que je n'ai pas lu Garde à vue, qui s'appelle Dernière sommation, vous voyez, de David Dufresne. Alors, bien évidemment, c'est un livre en relation avec les violences qui ont été faites aux Gilets jaunes. Pour vous, j'imagine que c'était antérieur au mouvement des Gilets jaunes. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Quel regard vous portez, à la fois en tant qu'avocate, mais aussi écrivain, sur la justice en France et sur le maintien de l'ordre en France, hein? Ces deux sujets peut-être un peu distincts, mais vous allez pouvoir les trier dans l'ordre qui vous convient. non, non, vous avez raison, c'est deux sujets qui sont en lien parce que la justice est censée contrôler l'action policière aussi, finalement, dans une certaine mesure. Donc, ça fait référence aux décisions de justice qui sont données lorsque un policier est accusé de violence ou voilà, c'est très timoré, hein, toujours comme sanction. Sinon, pourquoi j'ai écrit garde à vue? Parce qu'en fait, j'avais été avocate donc pendant 6 ou 7 ans, on va dire 6 ans, et que j'avais envie de peut-être de faire un bilan de ce que j'avais pu expérimenter en faisant beaucoup de droit pénal, donc c'est-à-dire de droit pénal, c'est-à-dire quand il est question de mesures restrictives aux libertés, de prison, de garde à vue, voilà, de tout ça. Et donc j'ai voulu écrire sur ce sujet-là avec mon expérience, mon ressenti, ma sensibilité, et puis aussi en étant documentée à travers des recherches faites par d'autres personnes, d'autres groupes, notamment sur les violences policières. Je m'étais appuyée, par exemple, sur les travaux de l'association Bastamag, mais aussi sur les travaux de l'association, enfin du collectif CLAP 33,
qui œuvrait à dénoncer les violences policières. Et puis au moment où j'écrivais le livre, le, le, Adama Traoré avait subi les violences qui lui ont été réservées. Alors je me rappelle plus jamais de nom en banlieue. Je connais pas très bien. Je crois que c'est Aulnay-sous-Bois ou enfin bref, voilà. C'est toujours en banlieue évidemment qu'il y a le plus de violences policières. Et donc j'avais écrit ce livre, Garde à vue, qui est à la fois un témoignage et un essai sur tout ça et sur le rôle de la violence policière institutionnelle, sur l'état d'esprit de la justice. Enfin voilà, j'avais essayé de relater ça. D'accord. Donc un sujet qui intéresse beaucoup parmi nous, parce qu'il faut savoir qu'on a un public important parmi les Gilets jaunes, compte tenu du nombre d'heures qu'on a consacré à retransmettre tout ce qui passait en France, parce qu'on avait constaté que sur les journaux mainstream, évidemment, il y avait toujours une sorte de minimisation, c'est-à-dire les chiffres de présence sur le terrain étaient divisés par 10 et ainsi de suite, et puis la caméra se posait toujours sur l'aspect qui allait favoriser la dénonciation de quelques débordements, alors qu'il y avait bien d'autres sujets à aborder. Et donc, c'est la violence qui a fini par réprimer ce mouvement, en tout cas, au moins dans l'instant, le réduire un petit peu sur le terrain. Alors, écrire, parler, on parle du verbe, de la parole. Est-ce que, selon vous, le verbe et la parole, c'est un véritable pouvoir, et que peut-on conseiller à chacun d'en faire pour trouver sa place? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, le verbe et la parole? Parce qu'on a l'impression que, évidemment, être avocat, c'est quand même une aisance oratoire, c'est peu de le dire. Est-ce que cette aisance, pour vous, c'est un pouvoir? Alors, je suis certainement en train d'en prendre une certaine forme de mesure, sachant que pour l'instant, je n'ai, à ma connaissance, pas réellement exercé de pouvoir en lien avec ma parole, sauf effectivement quand j'étais avocate. Effectivement, bien sûr, j'avais quand même le pouvoir de la défense et le pouvoir de parler publiquement de certaines situations difficiles. Mais à travers ces années où j'essaie d'écrire, je travaille effectivement la parole à travers l'écriture et je travaille, c'est-à-dire que je me corrige aussi beaucoup, je reviens sur ce que j'écris, je cherche les bons mots, je cherche les bonnes façons de dire. Je fais un travail de recherche sur les mots, effectivement, très fréquent. Et je le fais pas dans le but d'exercer un pouvoir, évidemment, mais je le fais dans le but d'être exact et d'améliorer mes relations, tout simplement avec les autres, avec mon entourage. Parce que oui, c'est vrai, bien entendu, que je pense que la parole est quelque chose d'extrêmement important pour c'est ça, pour améliorer les relations, pour parvenir à s'entendre, pour se faire comprendre de la façon la plus exacte qui soit par rapport à ce que l'on souhaite dire. Parce que c'est vrai que quand on s'exprime pas très bien, en général, on n'est pas très bien compris, ou bien ce qu'on dit, on le dit pas exactement comme ce qu'on voudrait dire. Et donc, ça produit un résultat en termes de communication qui est pas aussi satisfaisant que quand on arrive à s'exprimer correctement. Donc moi, j'essaie de m'exprimer correctement. Je travaille sur ça, effectivement. Et oui, et après, bien sûr, c'est certainement un pouvoir, mais à ce jour, franchement, j'exerce pas beaucoup de pouvoir autour de moi, mais peut-être si je n'ai que 44 ans, je sais pas, on sait jamais. Enfin, on sait jamais. Moi, je suis toujours disposée, en tout cas, à mettre ma parole au service des autres et au service des causes, des associations. Voilà, donc, mais oui, je travaille sur la parole, qu'elle soit écrite ou orale. Alors, un livre qui tourne les choses en dérision au final, parce qu'il s'agit quand même, je suppose, de donner le sourire au lecteur en écrivant toutes ces conneries. Donc, c'est quand même un moyen
de prendre du recul. Est-ce qu'au moment où on l'écrit, où vous l'avez écrit, ce livre, vous avez éprouvé des sentiments tels que la jubilation, la libération, l'idée d'une mission ou autre chose? Qu'est-ce qu'on ressent quand on écrit une telle somme de conneries? Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce qu'on ressent en Vous avez fait, peut-être justement, déjà oublié. non, mais en fait, dans un premier temps, effectivement, ce que j'ai pu écrire était peut-être un petit peu trop, comment dire, insolent, impertinent, peut-être avec un brin d'agressivité parfois. Donc, le travail pour moi a été de modérer un petit peu l'expression de ce que j'avais écrit. Et ensuite, finalement, comme je suis rentrée dans le travail sur l'écriture, et ben en fait, franchement, j'ai pas forcément vachement ri en écrivant ce texte, même si j'avais envie de faire rire les gens qui allaient le lire. Mais en fait, c'est là où l'écriture, c'est quand même pas mal de boulot, parce que pour parvenir à un résultat qui nous convient, enfin qui convienne à la personne qui écrit, il faut quand même pas mal travailler. Mais en fait, j'ai été surprise quand j'ai fait lire le texte pour la première fois à une ou deux personnes. Les deux personnes m'ont dit qu'elles avaient beaucoup ri, et en fait, ça m'a surprise parce que j'avais un peu oublié que finalement, ça devenait presque drôle ce que j'écrivais. Et mais j'étais ravie d'apprendre qu'elles avaient ri. En fait, j'étais vraiment ravie parce que je trouve que le rire est quelque chose d'extraordinaire, et que quand on rit, c'est que vraiment les choses sont claires, et qu'en plus on est de bonne humeur. Donc c'est super. Donc j'étais ravie, mais en fait en l'écrivant, prise par le sérieux de l'écriture, je me disais pas forcément que ça allait faire rire, mais voilà. Enfin un peu quand même si, mais enfin voilà, c'est on sait En tout cas, jamais le résultat qu'on produit en fait. cette dimension est importante parce qu'elle peut amener une adhésion collective bien au-delà du fait qu'on soit d'accord ou pas. Rire, c'est déjà prendre du recul. Puis on peut dire que l'adhésion, c'est une manière élégante de dénoncer les outrances et les contradictions liées à des projets qui sont plus souvent imposés que proposés. Est-ce que vous, si on vous posait la question d'évolution politique et juridique, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse comme Valérie Bugeaud, ou c'est pas un sujet que vous avez pu traiter jusqu'à présent? Je ne sais pas si on vous a déjà posé cette question de quelles évolutions, selon vous, juridiques et politiques seraient souhaitables dans notre pays, indépendamment de toute couleur de parti. C'est pas notre sujet ce soir, mais tout de même, dans l'organisation générale, peut-être systémique. Est-ce que vous avez réfléchi à des propositions ou pas encore? Oui, il y a beaucoup de choses, effectivement, auxquelles je réfléchis moi aussi parfois. Ben, c'est vrai que si on commence par ce petit livre, La petite traité de la connerie, moi, je m'étais dit après que finalement, c'était une façon très pragmatique de faire de la politique, parce que quand même, tous ces exemples sont très politiques, enfin, c'est-à-dire qu'ils prennent position sur la société. Et en fait, je m'étais dit que justement, ça serait intéressant parfois d'arrêter d'entendre les grands discours des politiques, là, les discours doctrinaux, les discours toujours qui sont jamais d'accord entre eux, nanani, nanana, il a dit ça, j'ai dit ça, en 1995, il a dit ça, mais oui, mais vous avez dit, enfin bon, bref. Enfin, moi, ça m'intéresse pas énormément. Et en fait, c'est vrai que je m'étais dit on a parlé d'ailleurs de cahier de doléances au moment des Gilets jaunes. Enfin, c'est le pouvoir, c'est le gouvernement qui a parlé de ça. Mais j'ai vécu en fait ce petit traité de la connerie un peu comme un grand cahier de doléances que j'aurais bien aimé voir poursuivi par les citoyens, par les gens. C'était une idée que j'avais eue comme ça. J'aurais aimé que cette liste de conneries que je dénonce, qui n'est pas du tout exhaustif, soit complété par d'autres, et que ça devienne un programme politique en fait, parce que finalement, si déjà on changeait les petites choses du quotidien qui enquiquinent tout le monde et qui en fait sont l'expression de politique, mais qui sont la face émergée de l'iceberg en fait. C'est-à-dire que derrière chaque petit cas concret que je dénonce, évidemment qu'il y a des lois, il y a des dispositions réglementaires, il y a plein de choses.
Mais le résultat concret, c'est que le fonctionnement ne marche pas, ça va pas, ça plaît pas, etc. Et donc, je m'étais dit, au lieu de se prendre la tête toujours sur les grands textes, les grandes lois, etc., si on faisait une énumération comme ça des choses au quotidien qui sont pas justes, qui sont pas normales, qui manquent de bon sens, si déjà on modifiait un peu ça, déjà ça serait super. Et donc voilà, j'avais pensé ça et justement en ce sens, je me sentais assez gilet jaune parce que finalement tous ces cas concrets que je dénonce, c'est aussi l'expression d'un ras-le-bol. Et je crois que les gilets jaunes, c'était l'expression initialement du ras-le-bol des citoyens français, mais ras-le-bol dont on connaissait pas véritablement le contenu, enfin si, bien sûr, pas assez de rémunération, coût de la vie trop élevé, il y avait l'essence, bien sûr, tout ça. Mais voilà, moi j'aurais bien aimé qu'on poursuive avec plein de petits exemples en fait issus de la vie courante et qu'on en fasse quelque chose. Mais peut-être ce message sera entendu. Hein. Moi je lance un appel hein, en quelque sorte. Bah, c'est ça qui fait partie, en tout cas, de notre humanité, c'est d'avoir une foi en l'évolution, parce que sinon, évidemment, on va se retrouver dans des situations plutôt assez désespérantes. Alors, on a Jean-Mich avec nous, merci d'être là, qui pose une question qui est la suivante. Est-ce que Marilyn peut éventuellement nous dire ce qu'elle pense sur la vitesse des poursuites d'un policier, d'un gilet jaune, entre autres? Je ne sais pas si la question a besoin d'être précisée ou si on peut la comprendre comme telle. Non, je comprends. Je suppose que c'est la vitesse du traitement de la justice. Je suppose que c'est ça qui est sous-tendu dans cette question. C'est bien ça, Jean-Mich, si tu veux compléter par la suite. Hein. Oui, à moi, oui. Il veut compléter? Non, est-ce que la question te paraît claire dans ce stade? Oui, pour moi, elle est claire. Donc c'est parfait, je te laisse y répondre. Bah oui, effectivement, un policier à qui on reproche des violences policières va faire l'objet d'une procédure extrêmement longue. Jamais il ne sera placé en garde à vue. Voilà. À ma connaissance, il n'y a jamais de peine d'emprisonnement ferme pour des policiers, seulement des peines de sursis dans le pire des cas. Tandis que, bah oui, un gilet jaune, il va être interpellé sur le lieu même de la manifestation et faire l'objet de comparution immédiate. Et on sait qu'il y a eu, alors j'ai pas le chiffre, hein, je suis désolée, mais un certain nombre de gilets jaunes qui ont fait de la prison, voire certains peut-être qui exécutent encore des peines à ce jour. D'accord. Donc ça, c'était la question de Jean-Mich. Merci d'y avoir répondu. Alors sur le Et je chat, trouve on ça a pas aussi... normal, évidemment. Pardon, Et je excuse-moi. trouve ça pas normal, évidemment, cette différence de traitement. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on est d'un côté la violence institutionnelle, la violence de l'État, la violence légale, et de l'autre la résistance à l'oppression. Tout à fait. Alors, parmi les réactions pour que on puisse sentir un petit peu l'ambiance des uns et des autres, merci en tout cas à votre participation sur le chat. Donc, les bonjours du début, et puis au-dessous, je ne sais plus à quoi ça se réfère, mais merci pour la participation. Ça implique de la créativité, c'est une fierté de réaliser soi-même. Je ne sais pas si c'est l'écriture du livre qui était en relation avec le commentaire d'Aline. Et puis, la machine qui dépend de nous, ok, mais pas le contraire, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de références à ce que tu as inspiré un certain nombre d'instruments technologiques tels que les retraits bancaires. Je voudrais que je reprenne le sommaire. Là, je dois l'avoir sous les yeux. Je vous lis quelques titres du sommaire, comme ça nous laisse le temps un petit peu de penser aux questions qu'on aimerait poser. Les radars automatiques, parmi les sujets, ça fait partie de la machine, selon moi. Se faire un jus d'orange aux presses agrumes, il y a toutes sortes de sujets. Le digicode, l'impossibilité de prendre un train sans payer, c'est assez intéressant dans mon souvenir quand on avait lu ça. Et puis, interdit de donner un os à un chien, ça c'est plutôt sur l'hypersécurisation, on tente de nous protéger sans arrêt contre nous-mêmes, mais jusqu'à quel point est-ce le rôle de l'État? La problématique du ticket de caisse, les pièces détachées,
les poubelles de toutes les couleurs. Vous allez vous régaler, les amis. J'espère que ce partage avec l'auteur va vous donner envie de vous plonger dans l'ouvrage et puis peut-être d'en lire de temps en temps une page à vos amis, horodatée. Donc, on sent la présence pratiquement sur un sujet sur 4 ou 5 de la technologie en arrière-plan. Il y a la dématérialisation, voilà pour les sujets, et donc en lien avec ce commentaire de Pat Pan. Merci à toi de commenter. Alors, ça, c'est un autre point de vue de Boussade. Alors, je me suis trompé de ligne, on va y arriver. Il y a ah non, c'est pas les deux mêmes personnes. Tout ce que l'homme fabrique est mauvais pour la faune et la flore. Je ne sais pas s'il faut être aussi absolu, mais c'est vrai que, en tout cas, on peut le remarquer. Ça t'inspire quelque chose, cette réflexion J'ai perdu le prénom, Marilyn. Tout ce que l'homme fabrique est mauvais pour la faune et la flore. Oui, ah ben ça m'inspire que c'est vrai que ça pose quand même question de critiquer systématiquement le progrès parce que le progrès, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Donc, mais jusqu'au point où ça détruit la faune et la flore, la nature, l'environnement, c'est très compliqué, hein. Est-ce qu'il faut revenir? Effectivement, il y aurait un modèle, c'est le modèle amérindien ou le modèle, voilà, des tribus qui, eux, semblent ne pas détruire la faune et la flore et continuent à utiliser des outils séculaires. Mais voilà, la société, la société que l'on expérimente nous, elle est dans la construction. Donc, c'est la grande question. Est-ce qu'il faut construire et encore construire, ou est-ce qu'il faudrait, comme je me plais à le proposer parfois, faire une pause technologique de 10 ans avec un état des lieux, de façon à ce qu'on puisse enfin se poser, plutôt que d'être dans une course en avant où le citoyen, finalement, lorsqu'il naît, se trouve déjà dans un existant qu'il a du mal à remettre en question parce qu'il n'a connu que ça. Et puis, face au futur, il y en a qui pensent notre futur dans 10 ans, dans 20 ans. Et je n'ai pas vu qu'on ait été consulté sur cette envie d'un futur là. Je pense par exemple au Smart City, au rôle des robots, et bien plus encore. Alors, ça se complète de ce deuxième message, toujours du même Boussad Chabani. Hein. Moi, je suis contre cette technologie qui tue l'homme petit à petit, à travers les ondes, bien sûr. C'est le cauchemar de tout être vivant. Est-ce que tu partages aussi cette affirmation du danger, finalement, de disparition au final de la race humaine qui sait, c'est pas exclu de penser que la race humaine va finir par être victime de sa propre connerie globale, dans la mesure où elle ne semble ne pas savoir s'arrêter par rapport à alléger certaines tâches du quotidien. Mais c'est un peu comme un joueur qui aurait gagné 100 000 euros et puis il les rejoue espérant gagner 1 million et il perd tout, quoi. Donc, est-ce qu'on peut faire une similitude avec cette notion de progrès ou pas, selon toi? Oui, non, mais oui, complètement. Je pense qu'on va droit vers, de toute façon, l'intelligence artificielle, l'humain androïde, les robots, tout ça, c'est pour la génération qui vient, là. Hein. Donc, oui, c'est parti, hein, c'est sûr. Hein, faut pas. Enfin, je trouve ça très bien, forcément, qu'on se batte pour la nature, etc. Mais il y a vraiment des forces antagonistes au pouvoir dans la société. Et il y a des gens qui trouvent que le progrès, les sciences, c'est extraordinaire, les robots, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui adorent les robots, qui trouvent ça génial, qui adorent les jeux vidéo, qui adorent la télé, qui adorent tous les gadgets, tous les trucs. Je sais pas pourquoi, il y a des humains comme ça qui adorent tous les trucs artificiels, les machines, voilà. C'est un truc On pourra très peut-être y humain. revenir un petit peu ultérieurement, parce que selon moi, mais je préfère donner pour l'instant la priorité au chat, selon moi, il y a une question de valeur. Alors évidemment, dans la mesure où il n'y a pas une éducation qui encourage chacun à trouver quelles sont ses valeurs et à se battre pour ses valeurs, évidemment, on se retrouve avec des valeurs imposées et parachutées qui ne viennent pas de soi, mais du conditionnement et de la propagande, quoi, de mon point de vue. En tout cas, on a cette question, cette réflexion d'Emmanuel qui, lui, comment pourrait-on questionner les dogmes de la pensée unique et surtout les porter dans les débats
public. Est-ce que le livre reste, selon toi, un moyen de communication efficace? Non, franchement, je pense qu'un livre, c'est un moyen de communication chouette. C'est vrai, c'est super de faire un livre pour faire passer des idées, mais après, en l'état de la société actuelle, je pense pas que ce soit le moyen le plus puissant pour agir. Ça, c'est sûr. C'est vraiment seulement une petite contribution à ceux qui veulent bien lire déjà un livre. Déjà, c'est quand même pas donné à tout le monde de vouloir lire un livre. Donc non, les meilleurs moyens d'agir, clairement, c'est sûr, c'est effectivement le terrain, c'est les associations, c'est le militantisme. Bon, les manifestations, moi j'ai un point de vue un peu partagé par rapport à ça parce que je trouve qu'il n'y a aucun résultat. Voilà, je veux dire, quand on a un gouvernement qui est totalement sourd aux manifestations, qui fait plonger son peuple dans les violences policières gravissimes et que ça ne change quasiment rien au sens des décisions qu'il prend, moi, je m'interroge sur l'utilité des manifestations. Mais bon, voilà, je comprends pas tellement. Stratégiquement, je vois pas, quelque part, je vois plus l'intérêt. Mais bon, c'est sûr que c'est une vitrine d'opinion, c'est une façon de dire qu'il y a encore une partie des citoyens qui est contre, qui réagit, etc. Mais voilà, où sont les résultats, quoi? Je veux dire, à une époque, peut-être effectivement, quand la population française allait dans la rue, le gouvernement aussitôt ou très rapidement arrêtait les projets ou changeait d'idée, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Alors les manifestations, Est-ce moi, que j'ai tu penses pas, je te coupe un instant, est-ce que tu penses pas qu'au-delà du résultat politique, donc des manifestations, il n'y a pas un facteur qui est un peu sous-estimé, qui est la capacité des gens de se relier les uns aux autres, de manifester de la solidarité, de découvrir qu'ils ne sont pas seuls avec des envies d'évolution. Donc le résultat d'une manifestation, selon moi, ne se mesure pas uniquement dans un changement politique, même si c'est évidemment un des buts, mais dans la cohésion sociale qui peut en résulter, pour autant que, évidemment, les gens acceptent de descendre sur le terrain. Et ça, c'est le grand sujet des Gilets jaunes depuis le début. Hein. Jean-Mich, qui est sur Brest, en connaît quelque chose, et plein d'autres se sont heurtés à la nécessité de faire masse pour qu'il y ait un rapport de force qui, pour l'instant, semble insuffisant pour faire plier le gouvernement, sauf ce fameux samedi où on a senti le frémissement d'un changement possible. Et hélas, je dirais, la répression a été à la hauteur. Alors, Aline nous dit, est-ce que ce n'est pas justement par la justice que nous pouvons nous sortir de cette violence étatique et institutionnelle? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que parfois on peut observer que la justice conserve une marge d'autonomie et qu'elle prend des décisions qui vont à contre-courant de l'action étatique ou gouvernementale. Alors, j'ai pas les exemples précis là en tête, mais quand je suis l'actualité, parfois je me dis, tiens, là c'est bien, les magistrats ont quand même pris des décisions ou alors très pondérées, ou alors carrément des non-lieux, donc parfois je trouve que la justice conserve une marge d'autonomie, tout comme parfois je la trouve totalement dans comment dire, pas dans l'air du temps, mais trop conforme aux lois. C'est-à-dire que comme on est dans un système où les lois sont devenues très injustes et que les magistrats sont là pour faire exécuter les lois, c'est leur travail. Donc, quelque part, leur travail me semble toujours un peu injuste et mal fait parce qu'ils exécutent les lois qui sont injustes à mes yeux. Donc, mais parfois, voilà, parfois on sent quand même qu'ils utilisent une marge de manœuvre pour ne pas être aussi sévère que ce que l'action gouvernementale le suggérait.
Parce que la grande problématique des lois, évidemment, c'est de savoir qui pond ces lois et est-ce qu'il y a une adhésion populaire aux lois qui sont actuellement en vigueur. Et à partir de là, on est amené à re-questionner ce mot de démocratie qui semble vidé de tout son sens. Est-ce que c'est aussi ton opinion que ce mot démocratie ne correspond strictement à rien, puisque le peuple se trouve représenté par des personnes dont on a l'impression qu'ils représentent le plus souvent une caste ou eux-mêmes que le désir réellement collectif. À leur décharge, au niveau collectif, beaucoup d'entre nous arrivent seulement tard dans leur vie à un véritable intérêt politique et au désir de peser sur les décisions. Donc on est dans cet équilibre. Est-ce que tu estimes qu'actuellement tu fais partie d'une démocratie, ou est-ce que, comme beaucoup d'entre nous, tu te questionnes sur ce mot? Non, alors c'est vrai que je trouve qu'il y a tellement de choses en fait qui vont pas dans cette démocratie que si on est encore dans une démocratie, on est vraiment dans une démocratie qui fonctionne très mal et que donc on peut légitimement se demander si on est encore dans une démocratie parce que au-delà même des réglementations Covid et des restrictions aux libertés que ça provoque, la corruption, le déficit de confiance dans le mandat aux représentants, aux élus, aux politiques, la complexité de la loi, moi je trouve qu'il y a beaucoup, on est dans une société où il y a beaucoup de fascisme lié à un excès de droit, à un excès de loi. Les gens, mais ça c'est les gens aussi qui acceptent. Les gens acceptent beaucoup la loi et adorent aussi, ça aussi c'est un truc que je comprends mal, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup appliquer la loi dans tous ses détails réglementaristes. Et il y a beaucoup de délations actuellement dans plein de domaines différents. Les gens ont beaucoup le réflexe de dénoncer les gens par eux-mêmes, de faire la justice par eux-mêmes. Et c'est des choses qui me sont extrêmement désagréables. Parce que même si j'étais avocate, j'apprécie très peu en fait de recourir au procès et je privilégie dans ma vie au moins, quand je le peux, hein, bien sûr, enfin voilà, au maximum, de trouver des terrains d'entente et voilà, et de pas forcément se référer systématiquement à la loi. Enfin, et il y a beaucoup ça dans la société française maintenant. Je trouve ça vraiment détestable et pour moi c'est du fascisme et c'est vraiment effrayant même, je trouve. Enfin bon, et donc Alors, Pardon? il y a ça pour dire que effectivement c'est peu démocratique comme état d'esprit. Et puis oui, bien sûr aussi le côté star system de la politique avec les médias, avec les discours langue de bois, avec les discours des politiques toujours les mêmes, toujours qui monopolisent les écrans, les antennes. Pour dire des choses, en fait, on s'en fiche, quoi, parce que ce qui compte, c'est les actes et ce qui se passe concrètement. Et donc des fois, enfin c'est vrai que c'est bien de faire de la théorie et d'expliquer ses valeurs, la théorie, les trucs, les machins. Mais bon, ce qui compte le plus, c'est de voir comment les choses se déroulent concrètement. Et voilà, moi j'en ai un peu assez de ce système, voilà, d'entre-soi aussi, enfin, voilà, c'est vrai que j'adhère de moins en moins à cette politique un peu papichote en fait finalement quelque part il y a un côté comme ça un côté fatigant quoi. Voilà, c'est le mot. Donc, ça reflète assez les réactions qu'on peut trouver sur le chat. Alors, pour revenir aux manifestations, ben, c'est assez de bon sens, hein. Tous ensemble, ça fait plus, non, mais la problématique que tous les jeunes ont ressenti, c'est d'amener plus de gens dans la rue. Et ça, ben, je ne sais pas si certains ont la clé. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé. On a passé pas mal de samedis dans la rue pour notre part. Et puis, le réseau Amitié, merci d'être là. Un ami
du Canada là, qui a fait un site qui est censé, parce qu'après encore faut-il que le site soit connu, c'est pour ça que j'emploie ce mot censé, permettre aux gens de se rencontrer, puisque le paradoxe c'est qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communication et il n'y a jamais eu autant de personnes isolées. Alors le réseau d'amitié nous dit, eh bien essayez ça, vous croisez quelqu'un qui a un masque et regarde par terre, vous souriez et dites SVP, baissez votre masque, j'aimerais voir votre sourire, ça marche la majorité du temps. Et ben voilà une proposition à réfléchir chez les uns et les autres. Et puis Jean-Mich qui nous dit nous avons devant nous, alors c'est les grandes questions, hein, les constats, on est nombreux à les faire, hein, nous avons devant nous des fous du pouvoir et du fric, donc l'union fait la force. Donc ça, effectivement, il y a tout un travail d'union qui est à faire. Si tu as des propositions auxquelles tu as pu réfléchir pour nous aider à faire l'union, je crois que c'est vraiment le questionnement que tous les gens qui ont envie que ça avance ont. Comment, parce qu'en fait, on constate qu'au niveau finalement d'un gouvernement... Alors, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire, oui. Bah, oui, par rapport aux propositions, on parle souvent de réforme de la Constitution. Ça fait des années qu'on entend tous les politiques dire la 6e, etc., etc. Mais on n'en sait jamais guère plus, en fait, sur ce que contiendra cette 6e Constitution qui serait si révolutionnaire pour complètement tout changer au paysage politique et à la démocratie et au pouvoir des populations. Donc, moi, c'est un message adressé aux Gilets jaunes aussi, parce que ils sont partis sur l'idée du RIC. C'est très intéressant, le RIC. Mais j'ai trouvé qu'en fait, c'était un peu parcellaire comme proposition, parce qu'on ne gouverne pas non plus qu'avec un RIC. Voilà. On ne tient pas un État, ou alors l'État français devient des micro-départements et se morcelle totalement. Mais si l'État français reste ce qu'il est, un RIC ne peut pas servir d'outils quotidiens. Enfin, il y a toute une idée là-dessus qui me semble pas réaliste. Et donc, moi, j'aurais aimé que les Gilets jaunes réfléchissent à un vrai projet de constitution, mais en reprenant toute la structure de l'État. Qu'est-ce qu'on veut dans la structure de l'État conserver? Mais bon, c'est un gros sujet, mais je trouve qu'il n'est jamais traité sérieusement. Et quand je dis sérieusement, c'est-à-dire le traiter avec aussi peut-être avec des juristes, avec des constitutionnalistes, mais c'est une énorme question en fait. Mais ça aussi, c'est un truc qui m'agace de dire on veut une 6e constitution, mais en fait quoi, enfin je veux dire qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qui change le pouvoir au peuple, d'accord, le RIC, mais enfin le peuple, enfin chacun a besoin de faire ses choses au quotidien. Moi, j'ai pas envie de faire de la politique, par exemple, toute la journée, pas particulièrement. Enfin, peut-être, vous me direz, peut-être ça me conviendrait, j'en sais rien. Mais idéalement, on doit rappeler, en tout cas, je sais pas si tu le connais, on doit rappeler le rôle d'Étienne Chouard, hein, avec ses ateliers constituants animés semaine après semaine, qui consistent à donner des outils à chacun, en lui demandant si tu devais écrire toi-même la Constitution, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Alors la première réaction, c'est de dire mais qui suis-je pour savoir quoi mettre dans une Constitution? Mais selon Étienne Chouard et les nombreux exemples qu'il nous donne, finalement au bout de quelques heures, il s'avère tout à fait possible de faire participer le maximum de gens à l'écriture de cette Constitution. Moi, ce que je vois comme difficulté, et là aussi je n'ai pas la réponse, c'est que finalement, quand on se trouve dans une position de gouvernance, on a tous les outils du pays à sa disposition, administratifs, financiers, secrétariat, moyens techniques, et lorsqu'on est en tant que peuple, ben, ce gouvernement ne met strictement rien à nos dispositions pour que nous puissions nous organiser. Donc évidemment, ça tourne un peu en rond à ce niveau-là, puisque pour nous, en tant que peuple, faire cohésion et manifester déjà des textes aboutis, on n'est pas payé pour, donc on se retrouve dans des situations où finalement, comme tu le dis, bah, j'ai pas envie de faire de la politique du matin jusqu'au soir, mais est-ce que c'est pas un risque de faire ce type d'affirmation par rapport à des gouvernants qui ne défendent qu'eux-mêmes, comme le mentionnent plusieurs d'entre vous, hein, disant que finalement les lois ne servent que ceux qui les font, hein. Ça c'est une affirmation de Pat Pan. Qu'est-ce que tu en penses de cette affirmation et oui, comment dépasser ça? Je pense que c'est vrai que comme on est tous un plus ou moins figés dans nos milieux sociaux, ce qui fait que les politiques qui arrivent au Parlement en général, ce sont quand même des gens qui ont fait des études, donc qui étaient dans un milieu social plutôt
Alors pas forcément privilégiés, hein. Il y en a aussi qui ont fait des études et qui ont travaillé à côté et qui avaient des parents peu fortunés, etc. C'est pas non plus. Enfin, il y a aussi place aux choses différentes, mais c'est quand même tout ça, c'est une question aussi de non-mixité sociale. C'est-à-dire que les gens se connaissent peu entre eux et je pense que les politiques, voilà, fréquentent les politiques, les médias, enfin c'est connu, tout ça c'est des petits milieux. Et donc, effectivement, les lois sont faites pour ceux qui les font, oui. Puis mais c'est vrai qu'on voit aussi comment dire, enfin là, particulièrement avec ce gouvernement, les dispositions fiscales, les, enfin, disons que celui qui a le pouvoir de faire la loi l'a fait pour le groupe qu'il défend. Voilà. Donc, il est évident que là, ceux qui ont le pouvoir de faire la loi ne sont pas du côté du peuple, c'est-à-dire de la majorité des personnes, et donc ils font des lois pour les élites, des lois pour effectivement perpétrer les privilèges des uns et puis continuer à défavoriser les autres et à les laisser dans une extrême précarité. Donc Mais en là où soi, c'est cette très grave, parce notion, qu'en termes de cohésion sociale, c'est très grave parce que les écarts se en, creusent trop et que tout ça, ça génère beaucoup de violence. Donc c'est très grave. En C'est très soi, grave. cette notion d'élite qui apparaît dans ton langage, là, au détour du discours, est-ce que tu ne penses pas que c'est un piège, quoi, que l'élite laisse à penser, dès lors qu'on emploie ce mot, qu'il y aurait des gens plus intelligents que d'autres, plus à même de diriger, et que finalement, ça maintient cette espèce de fossé entre un système de gouvernance et la notion de service qui devrait être accrochée à la gouvernance, c'est-à-dire être au service d'autrui. On a l'impression que certains c'est ce que reprochaient d'ailleurs les Gilets jaunes lors de leur passage sur les plateaux télé. Hein, la phrase qui est revenue le plus souvent dans une célèbre émission que je ne citerai pas, hein, c'est ces gouvernants sont hors sol. Mais vous êtes hors sol, messieurs et mesdames les ministres, quoi. Alors, est-ce que c'est pas la notion même d'élite? Est-ce que c'est pas un mot à bannir finalement du vocabulaire, quoi? Est-ce que ça te choque? Moi, ça me choque vraiment qu'on appelle certains des élites. Je vois pas en quoi une intelligence peut être supérieure à une autre. Alors, appeler certains d'élites, est-ce que ce n'est pas les placer d'entrée de jeu sur un piédestal qui va créer chez les uns un sentiment de supériorité et puis chez les autres un sentiment d'infériorité? Est-ce qu'il n'y a pas un piège absolu à distinguer des élites et des pas élites, quoi? Oui, bon alors les complexes des uns et des autres, ça j'y suis pour rien, en quelque sorte, mais non, on appelle les élites ceux qui sont en haut de la hiérarchie sociale et qui détiennent le pouvoir. Voilà, moi c'est ça que je veux dire par élite. Après, je veux pas dire qu'ils sont plus intelligents que les autres. C'est pas forcément proportionnel à l'intelligence, effectivement. Pour moi, ça va tellement de soi que je le précise pas et j'utilise effectivement ce terme pour désigner, oui, ceux qui sont en haut, qui tiennent le pouvoir, qui tiennent le pouvoir institutionnel et La grande financier. question quand même, quand on détient un pouvoir, c'est de savoir est-ce qu'on est véritablement, non pas légal, je suppose bien qu'ils ont été élus, sauf à repartir dans le sujet de la fraude électorale, mais ça ne sera pas notre sujet de ce soir. Donc en admettant qu'ils aient été légalement élus, sont-ils pour autant légitimes? Ça, c'est la grande question qu'on a envie de se poser, quoi, parce que finalement, l'humain étant ce qu'il est, lorsqu'on dispose d'un certain nombre d'avantages, on n'est généralement pas prêt à les perdre. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut ramener plus d'éthique, plus de déontologie, plus de sens du bien commun. Donc il y a quand même bien une question de valeur qui n'est pas que du blablabla. Alors ça, c'est les grandes questions qui me semblent posées dans ce stade de l'humanité, parce que si on continue à laisser des gens décider à notre place ce qui vient pour nous. On le voit bien avec ce principe de la vaccination. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être vacciné. Il faudra me passer sur le corps pour y arriver. Hein. Donc, je veux dire, est-ce qu'on doit aller jusque-là, quoi, en culpabilisant ceux qui refusent ce type d'approche? Et s'il y avait que ça, tous nos systèmes de santé, on fait toujours comme s'il y avait qu'une seule santé, qui serait celle des hôpitaux, des médecins, des infirmières. Et puis, on dit avec un petit sourire en coin et généralement de manière très dépréciatrice qu'il y aurait des médecins
médecine alternative. Mais pour moi, il n'y a qu'une médecine, il y a celle qui favorise la santé. Il n'y a pas la médecine derrière les bureaux des médecins, derrière les murs des hôpitaux. Il y a qu'une chose qui nous intéresse, nous les citoyens, c'est la santé. C'est pour ça que je me permets d'être assez critique, en tout cas, sur cette organisation. Et peut-être que la critique ne donne pas la réponse, mais elle permet au moins de ne pas s'enfermer dans l'immobilisme. Alors, est-ce que toi, de ton côté, il y a un message que tu aimerais faire passer, qui te tient à cœur, tout particulièrement ce soir, parce qu'on va tâcher de limiter notre échange à 1 heure, parce qu'après, il y a des questions d'attention et de temps des uns et des autres, mais est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer au travers de tes recherches, de ton cheminement? On parlera un peu plus tard, hein, en dernière question, de tes projets de livre, mais est-ce que toi, de ton côté, il y a un message que tu voudrais faire passer à travers cette écriture? S'il y avait un objectif d'avoir écrit ce livre, ça pourrait être quoi au final? Ben moi, je t'ai dit, enfin, je vous ai dit, mon objectif, c'était de le faire la politique du quotidien, c'était de faire de la dénonciation des menus détails. Alors là, vous avez cité des petites choses insignifiantes, mais il y a des choses plus importantes dans les retentissements et qui sont du quotidien. Et moi, c'était ça mon objectif, c'était faire de la politique à l'envers, quoi, de la politique du cas par cas, pas de la politique des grands discours et des grands. Oui, moi j'appelle ça le baratin. Je suis désolée. Les trucs de valeur, les trucs, les machins, étaient pour, étaient contre, étaient. Non, moi j'en ai plus rien à faire de ça. Ça me fatigue à un point incroyable. Et moi, ce que j'aime bien, c'est les situations concrètes, comment les gens ils s'organisent, comment ils font, qu'est-ce qu'ils pensent des choses, comment ils les reçoivent, voilà. Et ça, je trouve ça intéressant. Et ça se passe en fait de grands discours, je crois. Et d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir les mêmes opinions politiques et qui peuvent tomber d'accord sur des choses du quotidien. Et même si c'est vrai que souvent c'est souvent des visions de société politique, hein, tout ça, mais enfin voilà, moi c'était mon regard par rapport à ça, c'est-à-dire oui, de parler que des choses concrètes, que des choses Ah oui. courantes, que des choses Alors ça quotidiennes. s'explique assez bien dans le contexte, puisqu'il faut rappeler, hein, ça fait en 4e de couverture de ton livre, que tu es fortement engagé dans la défense du consommateur et des plus démunis. Ça, c'est effectivement la vie, j'imagine, très quotidienne et très concrète. Oui, enfin, ça, écoute, c'est mon éditeur qui l'a formulé comme ça, parce que c'est vrai qu'on peine à me donner un statut vu que je travaille plus. Mais il est vrai que je côtoie beaucoup de gens qui sont en difficulté, que j'essaie de donner des coups de main dès que je peux aux uns aux autres. Voilà, je vais pas faire étalage de ma vie privée et de mes investissements personnels. Mais voilà, après, voilà, j'essaie de contribuer à des associations, des combats de terrain. Mais voilà, en tout cas, je vois bien que la période est très dure, qu'il y a beaucoup de précarité matérielle, que c'est très très dur financièrement pas pour tout le monde, non, mais pour certains, et que c'est dramatique. Voilà, c'est terrible ce qui se passe actuellement, et j'ai une sensibilité pour ça, certainement. Moi, je suis un petit peu épargnée parce que comme j'ai été avocate, je suis un peu protégée par... oui, parce que voilà, parce que mon statut, j'étais avocate. Donc, enfin bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails de mon truc personnel, mais voilà, j'ai une sensibilité pour voir qu'effectivement, il y a énormément de précarité. Et c'est aussi de ça dont j'ai voulu parler dans mon bouquin, de la précarité, des progrès qui en fait n'en sont pas pour tout le monde et de l'exploitation par les grandes entreprises, des forces de travail, de la dégradation de la nature. Voilà. Mais vraiment, pour moi, c'était une liste qui pouvait être continuée et j'aimerais beaucoup qu'elle soit poursuivie par d'autres. C'est ça, pour dire, ben voilà, au quotidien, moi, je sors de chez moi, je vais faire mes courses, je vais me promener, et j'ouvre les yeux sur ces choses que j'accepte. Je fais pas des manifs contre, jamais. Mais j'accepte toutes ces petites choses qui, en fait, me fatiguent. Et en fait, c'est ces petites choses dont j'aimerais qu'on parle. Voilà.
Eh bien, je crois que c'est un témoignage vraiment intéressant. Moi, je vous encourage évidemment à acheter ce livre, non pas parce que Marilyn est là, mais parce que je vous ai mis le lien, entre autres choses, en réponse à certains d'entre vous sur le chat. Alors, ce livre, eh bien, il est publié aux éditions Atlante, hein, je me trompe pas. Et donc, je sais pas où apparaît l'éditeur sur le livre. En tout cas, c'est bien Atlante. Donc, je vous ai donné le lien. Autant acheter chez l'éditeur, selon moi, plutôt que chez Amazon. Je pense que tout le monde sera d'accord. Ou mieux encore, de le commander chez le libraire du coin. Pour ma part, je l'ai acheté à Dialogue à Brest. Bon, il y a peut-être encore d'autres libraires possibles à Brest. Donc, je pense que c'est précieux. Et puis, je crois que tu as évoqué à un moment ou un autre d'autres projets d'écriture. Est-ce que c'est prématuré d'en parler ou est-ce que tu veux nous en dire quelque chose? Non, je peux en parler. Merci beaucoup de me donner la parole par rapport à ça. D'ailleurs, non, mais là, actuellement, j'essaie de rédiger quelque chose. Alors là, pareil, ça serait une petite contribution à ceux qui ont envie de lire un livre et qui tombent dessus. Mais une petite contribution autour d'une interrogation, sommes-nous en dictature? Donc, en fait, j'essaie de faire sous forme un peu de note de synthèse un bilan de la situation par rapport au régime politique. Voilà. C'est pas évident comme travail d'écriture, donc je sais pas si ça va aboutir. Hein. Je suis en train de travailler, j'essaie de faire quelque chose. Ça, c'est le projet que j'ai, voilà. Et puis après, j'en ai d'autres, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Enfin, j'en ai d'autres un peu plus délicats, un peu plus personnels, un peu plus narratifs aussi. Parce que là, Sommes-nous en dictature, bien sûr, c'est encore assimilé à un essai. Voilà. Mais en tout cas, je travaille là-dessus. J'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais arriver à finaliser quelque chose et qui sera publié. Voilà. Est-ce que tu Et n'as ça pas le serait sentiment qu'on est nombreux à se poser ta question, sommes-nous en dictature? Ben oui, justement, c'est vrai que c'est un peu un sujet d'actualité. Mais oui, si je m'interroge là-dessus, si je travaille là-dessus, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Il y en a pour qui la question est résolue. C'est-à-dire qu'ils savent déjà que c'est une dictature et ils ont rien à ajouter là-dessus. Enfin, pour eux, la question est déjà répondue. Mais il y en a aussi beaucoup qui se posent la question et qui ne savent pas. Et c'est pour eux que j'écris. C'est pas pour ceux qui savent. Ceux qui savent que c'est une dictature, que ça y est, c'est fini, c'est une dictature. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de lire mon livre. Mais ceux qui ne savent pas, il y en a beaucoup parce que moi, je fréquente pas que des militants. Je fréquente des gens de tous les jours. Je fréquente des gens qui sont parfois d'opinions différentes des miennes. Et je sais qu'il y a des gens qui s'interrogent et qui sont un peu angoissés par ça d'ailleurs et qui n'ont pas les outils pour répondre. Donc voilà, ces gens-là, par exemple, j'essaierai de leur offrir mon livre. Parce que c'est ça militer, je trouve, c'est essayer de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Eh ben, merci de nous rappeler qu'il y a différentes formes effectivement de militantisme. Donc évidemment, chacun a ses opinions sur les moyens d'action, mais c'est vrai que si on avait séparément trouvé une clé, je pense qu'elle aurait été largement diffusée. Peut-être une dernière question avant de clôturer cette émission, passionnante pour moi. J'espère qu'elle aura été passionnante pour tous nos auditeurs et auditrices. Est-ce que Étienne Chouard, c'est un nom qui t'est connu ou pas du tout? Parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on serait plusieurs à avoir envie de te faire connaître, cet auteur, et puis voir en quoi un échange entre vous deux, et qui sait, je me ferai un plaisir de vous faire venir dans un live tous les deux, ça pourrait être quelque chose d'assez extraordinaire selon moi, mais il faudrait déjà que tu aies peut-être un intérêt pour ce personnage qui, selon moi, passe son temps à animer des ateliers constituants et à montrer comment cette constitution fonde notre impuissance, quoi, pour le dire seulement en 2 ou 3 mois. Mais est-ce que le nom t'est connu ou pas encore, quoi? Alors Étienne bien sûr, Chouard. merci évidemment quand même, heureusement pour moi que j'ai entendu parler d'Étienne Chouard. Mais je cautionne pas la façon dont le RIC a été proposé comme soi-disant instrument quasiment unique de cette nouvelle constitution. Pour moi, ce n'est pas crédible et ce n'est pas suffisant comme réponse. J'attends plus. Voilà, j'attends d'autres choses, d'autres propositions d'outils, des outils peut-être un peu moins démocratie directe, parce que la démocratie directe, c'est super, mais au quotidien, je pense pas que ça intéressera tout le monde.
Donc, j'attends des outils un peu différents aussi, un peu inspirés d'autres choses aussi. Le RIC, c'est super, mais c'est pas un instrument qui peut être unique et total de gestion d'un pays. Voilà. Moi, je n'y Alors, je crois me pas. per- Bien sûr, alors ça, c'est une opinion à entendre, bien évidemment. Je me permets quand même de rappeler qu'Étienne Chouard, c'est pas uniquement le RIC, ça serait vraiment très, très réducteur. C'est la compréhension de comment notre Constitution, dans son état actuel, fonde notre impuissance. Donc, je trouverais dommage qu'on réduise la personnalité plutôt complexe, je pense, d'Étienne Chouard à uniquement la question du RIC, puisque lui, il passe son temps à animer des ateliers constituants. Donc là, ça parle aucunement de RIC, mais de la Constitution elle-même. Et j'encourage, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à tous acheter ce petit fascicule aux éditions Dalloz qui s'appelle La Constitution et de regarder quelle est la place du peuple dans la prise des décisions là-dedans et comment c'est construit, ce que Étienne Chouard, par ailleurs, fait très bien dans les présentations qu'on peut trouver sur Internet. En tout cas, c'est vraiment le moment de te remercier pour tous tes apports. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux rajouter ou est-ce que tu as pu passer les messages qui te tiennent à cœur, hein? Je pense que c'est aussi ça le but. Écrire, c'est Non, aussi une forme de message qu'on veut faire passer. Est-ce qu'on a réussi à poser les bonnes questions ou est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? non, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci surtout aux personnes qui me lisent, qui m'ont lu, oui, c'est ça, qui peut-être me liront, enfin liront ce que j'ai écrit et qui s'en accapareront, le récupéreront, en feront peut-être autre chose, pourquoi pas. Enfin voilà, si ça peut être utile, moi c'est mon but parce que c'est vrai que j'aime bien écrire pour que ça serve à quelque chose. Voilà, donc. Libre à vous. Voilà, j'espère être un outil d'inspiration pour d'autres. Voilà, c'est ça mon vœu. Voilà, alors on rappelle le nom du livre hein, pour ceux qui n'auraient pas qu'à capter. Il y a de nombreux exemples dans nos émissions du passé hein, qui s'appellent Résistons. Vous cherchez sur YouTube, vous allez les retrouver. Il y a au moins 3. Et nos émissions commençaient par la lecture de 3 ou 4 des conneries traitées dans le livre. Donc merci encore Marilyn. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. Si tu as d'autres intervenants que tu aimerais nous faire connaître, pourquoi pas les faire dialoguer avec toi si tu en as envie aussi. Et puis pour les livres qui sont en devenir, peut-être pas encore assez élaborés pour que tu aies envie d'en parler, eh ben, n'hésite pas à reprendre contact avec moi. Et puis c'est avec plaisir qu'on viendra en parler pour les suivants. Parce qu'on s'est surtout concentré sur ce petit traité de la connerie qui, j'espère, aura au moins le mérite de donner le sourire à ceux qui pourraient l'avoir perdu. Il ne faut jamais oublier qu'il ne faut pas confondre la vie elle-même avec un grand V avec ces systèmes de gouvernance qui, évidemment, sont critiquables à bien des égards puisqu'on ne peut que constater autour de soi des inégalités patentes. Alors, est-ce que c'est un problème de politique, de pouvoir ou d'autre chose? On aura l'occasion d'y revenir, je pense, dans de prochaines émissions. En tout cas, merci Emmanuel d'avoir été parmi nous. Merci Petite Marguerite. Merci Aline. Merci Pat-Pan. Merci, je vais en oublier, Laurent. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci Jean-Mich. Et merci le réseau Amitié. On a le Québec avec nous à travers toi. Merci Patrice. Merci. Qui est-ce que j'ai oublié? Les premiers là qui étaient avec nous en début d'émission. J'espère qu'ils sont toujours là. Merci Boussad Chabani, Nicole Cheba. J'en oublie encore qui était au tout début du chat. Merci Cécile Cadiou. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir que moi à rencontrer Marilyn. C'est toujours, je trouve, un contact privilégié de pouvoir avoir l'auteur d'un ouvrage que j'ai découvert dans un second temps pour ma part. Je ne sais pas si ça t'arrive de faire des animations dans des librairies ou pas pour présenter ton livre ou si maintenant c'est quelque chose qui devient compliqué. Ça sera peut-être la dernière question de cette soirée avant de se dire au revoir. Bah, ouais, j'aurais bien aimé, mais là, avec le Covid, il n'y a pas grand-chose qui est possible d'organiser. Donc, non, pas vraiment. Pas Alors, vraiment. ça sera notre,
quand même. Alors, ça sera notre conclusion. Si on a permis eh bien, de faire un petit rattrapage grâce à cette émission, eh bien, je pense que ça aura permis aux auditeurs de découvrir ce livre que je remets une dernière fois sur l'écran avant de nous quitter, les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Un grand merci évidemment à Marilyn de nous avoir partagé son temps, ses idées, peu importe qu'on soit d'accord ou pas. Chacun est là pour s'exprimer, se respecter. Et pour ma part, je trouvais que l'ambiance était respectueuse tant sur le chat qu'entre nous. Et de ça, je suis reconnaissant à toutes et à tous. Passez une excellente soirée. Et puis, on se revoit dès demain pour ceux qui aiment participer à notre analyse des nouvelles du quotidien pour notre web journal du mardi 9 février ou du mercredi 10. Demain, je rappelle à ceux qui me connaissent que c'est mon anniversaire. Donc, on verra selon mon programme si je maintiens ce web journal ou pas. Je vous laisserai le découvrir. Merci à toutes et à tous. Bonsoir Marilyn. Et puis on se dit à tout bientôt. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Et puis je rappelle que, je ne sais pas si c'est à dire, mais en tout cas qu'il y a des moyens de te contacter et je les ferai suivre si tu es d'accord sur ces moyens que j'échangerai avec toi. D'accord? Ah ben oui, j'adorerais, il n'y a pas de souci, évidemment. D'accord. Donc est-ce qu'on peut dire que tu as une présence sur Facebook pour terminer ou pas? Oui, alors je suis très active en publication sur Facebook et oui, sinon je laisse mon adresse mail à Radio Brest Buzz et je suis disponible à toute personne qui a envie d'échanger. Voilà, ça sera avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça me ferait très plaisir. Bon, Merci. alors vous avez le nom à l'écran, hein, Marilyn Vido, dont j'avais pas remis le visage, pardonnez-moi, mais donc Marilyn Vido, vous avez son nom à l'écran, vous faites une petite recherche Facebook et je suis sûr que vous allez arriver au bon endroit. Écoutez, passez une excellente soirée, pensez à vous reposer, c'est important le sommeil. Et puis, merci Delphine de nous avoir rejoint juste à la fin. Je passe vite fait vous faire un petit coucou. Je ne pouvais pas participer ce soir. Bah, c'est vraiment sympa d'être passé. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis. À très bientôt Marilyn. On peut s'échanger si tu as envie par email. Et puis en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.